Mine de rien, ça fait maintenant 15 jours, ça fera bientôt 3 semaines. Alors, le confinement est réévalué toutes les semaines avec le staff médical pour éventuellement, enfin, pour peser effectivement les arguments favorables ou défavorables en lien avec le contexte national, régional et départemental et local. Et puis, on essaye toujours de mesurer l'effet bénéfice-risque entre la prolongation du confinement et du coup, mettre en place une solution autre. Mm. Parce que la solution autre peut ne pas être la sortie totale du confinement, elle peut être intermédiaire. Mais en tout cas, les résidents savent pourquoi, on prend le temps de leur expliquer, sachant qu'on a pris également, enfin moi j'ai pris le temps également d'expliquer aux familles. Alors déjà en interne, nous sur le confinement, on a décidé de ne pas confiner l'ensemble des résidents. On a une unité de vie pour personnes désorientées. Et enfin, on s'est posé tout de suite la question de la liberté à venir des personnes avec des troubles cognitifs. Et on ne se voyait pas confiner les résidents de l'unité de vie. Alors l'unité est petite, on a un ratio particulier de personnel, mais pour autant, moi je ne me voyais pas enfermer les personnes parce qu'elles ne comprendraient pas. Du coup, on ne serait pas en mesure de pouvoir leur expliquer, maîtriser les déplacements. Enfin, et puis, je ne me voyais pas non plus utiliser une camisole chimique, une contention chimique, euh, pour faire en sorte qu'ils ne sortent pas de leur logement, quoi, avec le risque de chute, avec tout ce qui va avec. Par rapport à l'accompagnement des personnes avec des troubles cognitifs, j'ai envie de dire, il n'y a pas de réponse toute faite aujourd'hui. On essaye d'adapter. Alors, c'est vrai que fermer les portes, c'est quelque chose auquel on n'est pas coutumier, en tout cas, et heureusement, quelque part, parce que les établissements sont avant tout des lieux de vie, avant d'être des lieux de soins. Et aujourd'hui, justement, on est confronté à cette particularité-là, entre la sanitarisation liée à tous les protocoles de soins, d'hygiène auxquels on est soumis aujourd'hui, auxquels on est obligé de se soumettre. Et puis, à côté de ça, le lieu de vie avec la suspension des visites, la suspension des liens entre les résidents. Alors, pour les personnes avec des troubles cognitifs, on n'a pas de, il n'y a pas une ligne de conduite unique, on va dire. On essaye d'adapter en fonction des pathologies, en fonction des situations et puis surtout en fonction de nos capacités à pouvoir accompagner. Les équipes font un travail formidable aujourd'hui en lien avec le confinement, vraiment. Euh, et Dieu sait pourtant que les moyens dont on dispose ne sont pas très importants. Les équipes font ce qu'elles peuvent vraiment. Mais j'ai envie de dire dans une certaine limite aussi, parce qu'accompagner les personnes avec des troubles cognitifs, ça nécessite du temps. Et le temps, on ne l'a pas forcément. Déjà, moi, je voudrais souligner aussi les familles et le rôle qu'elles ont, parce qu'elles ont un rôle aussi de soutien envers les équipes extraordinaire. On en reçoit des messages extra qui sont très compréhensifs, en tout cas, sur le travail qu'on fait, sur comment on le fait, et sans juger, en tout cas, ou essayer d'être aidant, vraiment. C'est vraiment la position, en tout cas, ce que je ressens. Aujourd'hui, on est en panne de liens sociaux, hein, tout simplement, et d'autant plus les résidents, parce que nous, on a notre smartphone, vous voyez bien comment on communique là actuellement, mais les résidents n'ont pas cette facilité-là, n'ont pas du coup l'habitude non plus de cela. Du coup, on a mis en place donc la communication par mail et on a mis en place des activités individuelles avec le temps d'animation. On permet en fait aux familles de prendre rendez-vous avec leurs proches, leur famille, et du coup, on ouvre des créneaux horaires pour permettre aux familles de communiquer avec le résident. C'est un des moyens qu'on a. Le courrier en est un autre. On utilise aussi pour ceux qui sont, parce qu'on a des enfants qui eux-mêmes sont âgés et qui du coup sont pas très adeptes de cette technologie. Et c'est vrai qu'on utilise aussi parfois le courrier. On leur propose d'écrire des textes, d'écrire des phrases, des mots qu'on transmet aux résidents, qu'on leur lit ou qu'on leur transmet, hein, tout simplement.
c'est en tant que directeur d'établissement, aujourd'hui, c'est terrible parce que d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, on a des textes qui sortent et on se doit d'être au taquet tout le temps, en fait. Il faut toujours être à la pointe. On fait des protocoles, on essaye d'accompagner les équipes sur une pratique particulière et le lendemain, vous avez un texte qui sort et tout change. Et du tout au tout, d'ailleurs. Du coup, on amène une réflexion avec les équipes sur une thématique particulière telle que la fin de vie, même si ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on travaille sur ce sujet-là. On a nos propres habitudes. Les familles, si elles choisissent aussi l'établissement, c'est aussi par rapport à une façon de faire, par rapport à une façon d'accompagner, y compris jusqu'à la mort. Et du coup, oui, ça vient heurter vraiment les projets de vie des établissements, les projets d'établissement, tout simplement, les valeurs mêmes d'un accompagnement. Et effectivement, ne pas donner d'accès au corps pose de réelles questions, premièrement. Deuxièmement, la toilette mortuaire. Avant-hier, on pouvait la faire en interne, aujourd'hui, on ne peut plus. Les soins de thanatopraxie, que la personne soit Covid ou non Covid, eh bien, en théorie, ça ne se fait plus non plus. Parce que humainement, même par rapport au cheminement du deuil, de la famille, des proches, du conjoint, des enfants, de l'équipe même, enfin, nous, accompagnants, c'est pas facile, quoi. On a on a 1000 questions qui se percutent et qui nous renvoient à nos propres limites, à nos propres valeurs.